Là-bas, au fond, dans la brume, Buenos Aires. 15 millions d'habitants. Une métropole superbe mais meurtrie par des décennies de dictature et de crise économique. Ici, à peine 40 km plus au nord, le delta. Le delta, c'est un réseau serré de cours d'eau et de terres en partie inondables, né du mariage de deux fleuves géants d'Amérique du Sud. Le Paraná et le rio Uruguay, qui se rejoignent et mêlent leurs eaux avant de se jeter dans le rio de la Plata. Ces lieux ont toujours servi de refuge. C'est ici que se terraient les bandits de Buenos Aires. C'est encore ici, dans ce château d'opérette, que s'est, paraît-il, caché Martin Bormann, criminel de guerre et principal collaborateur d'Hitler. Il aurait vécu quelques mois ici, après avoir assisté au suicide du Führer à Berlin. Les enfants du delta ne connaissent souvent que ce paysage d'eau et d'îles, à demi submergés. Chaque matin, une lancha, un canot à moteur, vient les prendre au bout du débarcadère qui permet d'accéder à la maison de leurs parents. Le delta et les centaines de cours d'eau qui le traversent divisent le territoire en une myriade de petites îles bien distinctes les unes des autres. Ils vont à l'école, elle aussi sur une île. Malgré la crise et sa faillite en 2002, l'État argentin est parvenu à maintenir son maillage d'écoles primaires et secondaires. Même ici. Ces écoles sont souvent le seul lien entre des familles que la pauvreté a rejetées sur ces îles. À l'arrivée, le maître d'école prend lui-même l'accordéon pour jouer l'hymne au drapeau. Ces enfants sont en majorité les fils et les filles d'immigrants, car l'Argentine demeure un pays d'immigration. Ils apprennent ce qu'est leur nouveau pays, ils apprennent aussi à vivre ensemble. Tout est gratuit, l'école, le transport, le repas aussi, quelquefois le seul repas de la journée pour les enfants les plus pauvres. Ils viennent tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une tempête, tous les jours, les enfants prennent la lancha pour venir ici. Les cours d'eau servent de route aux hommes et aux bêtes sur ces cargos transformés en bétaillères. Des routes encore pour les bateaux chargés de bois, la principale ressource de la région. Les alluvions apportées par les fleuves sont fertiles. Un peuplier pousse de 10 mètres en 10 ans. Les grumes sont emportées dans des usines de pâte à papier, installées elles aussi sur le delta. Auparavant, les nouveaux immigrants qui s'installaient ici cultivaient les fruits, mais les inondations ont tout emporté. Désormais, ils travaillent essentiellement le bétail. Le delta est devenu un pays de gauchos, ces cow-boys sud-américains devenus emblématiques d'un continent tout entier. Ici, la légende n'a pas vieilli, même geste, même hurlement, même odeur que depuis toujours. Il s'agit de trier les veaux nés dans l'année, de les marquer, de les soigner et accessoirement de les châtrer pour en faire des bœufs. L'occasion aussi d'essayer sur la dresse au lasso. Le bétail, même s'il s'échappe, ne va pas loin. Ici, comme partout dans le delta, les corrals et les terrains alentours sont une île.
Ces gauchos s'appellent Rodriguez ou Sanchez, mais plus souvent encore Kowalski, Rosenberg ou Martin. La plupart sont originaires de familles venues d'Europe depuis moins de 3 générations. Vamos por salir en tele a lo loco. Vamos por salir en tele a lo loco. Ça, c'est pour enlever les microbes. Et puis, on lui donne en même temps des vitamines. Comme ça, il est très sain et tout va bien. Et la coupure d'une petite partie de l'oreille, c'est pour le reconnaître et ne pas le vacciner 2 fois. Ce travail sur le bétail a lieu 1 fois par an. C'est la fête. Ça, c'est pour qu'il fasse de la viande. Si je lui laisse ça, il va le devenir un taureau, un père, un reproducteur. Pauvre veau, plus de cornes, plus de testicules, des testicules qui sont immédiatement grillés et consommés. C'est très bon, c'est très frais, c'est naturel. Et rien de chimique. C'est très bon. Oui, on lui met du bois de palissandre. L'animal s'est cassé la jambe. Alors on lui met comme ça une attelle de bois. C'est comme ça en Argentine, une médecine rapide et qui fonctionne. Un bout de bois et il repart. Mais quelquefois la fête tourne au drame. Un drame habituel, courant, qui n'interrompt pas les cris et les rires de l'assistance. Un accident sans grande importance. La jambe est cassée en 2 endroits. Pas de guérison possible. Cesó de pronto el chirrido, pobre el silencio campero, y acamparon dos. La vache est découpée sur place, un peu plus tôt que ce qu'avait prévu les gauchos. Voilà tout. Después de ver de su nido, encendieron el fogón, y cuando ya el cimarrón galopeó de mano en mano, grabaron los dos paisanos muy linda conversación. Y comenzó el viejo Airala con acento lerdo y blando. Justino, te vi llorando al enfrentar a los talas. En las buenas y en las malas siempre fuiste resignado. Por eso es que me ha extrañado al verte de esa manera. O fue que al ver la tapera algo malo has recordado. La vie ici est fragile, comme la survie de ces hommes, apparemment insouciants. Les maires, les autorités, personne ne nous aide. Personne ne nous donne la main. On se débrouille seul. Parce que certains d'entre nous sont très pauvres sur les îles. Il y en a qui n'ont même pas de bateau. Il y en a qui doivent boire l'eau de la rivière.
S'il y a une crue trop forte, on perd tout. C'est fini. Pas question de revendre de bétail quand elle arrive et de racheter après, c'est trop difficile. Ou même de partir d'ici, dans un endroit plus haut. S'il y a une crue, pas question de transporter le bétail ailleurs. Les habitants du delta regardent le ciel et craignent la pluie. Une pluie qui les a déjà souvent ruinés. Côte Nord. La zone en bas du Grand Buenos Aires souffre d'une extraordinaire montée des eaux du fleuve. Le Paraná, près de San Fernando, a considérablement changé de taille. Les maisons hautes sont devenues des refuges entourés d'un torrent de boue. Humains et animaux domestiques sont réfugiés sur les toits. Eau et désillusion ont presque enlevé tout espoir. Tous ont le sentiment d'avoir reçu un douloureux coup de corne du destin. Depuis cette crue de 1959, les autorités de la province de Buenos Aires et de celle d'Entre Ríos, sur lesquelles s'étend le delta, surveillent les pluies qui tombent sur le Brésil. C'est de là que viennent les eaux. Si elles montent et que le vent de mer est au sud-est, les terres peuvent être englouties. De multiples points de contrôle alertent la population en cas de montée des flots et éventuellement en garde de souvenir. 1992, 4,13 m au-dessus du niveau normal. 1998, 4,78 m. 1983, 5,14 m. On note les hauteurs d'eau des points importants et ceux à partir desquels il faut évacuer. Désormais dans le delta, tout est placé en hauteur. Les ruches, mais aussi les maisons qui sont construites sur des pilotis de béton ou de bois de haut. Même les tombes sont surélevées. Même lui, mais lui, il a l'habitude. Le delta, instable verticalement, l'est aussi horizontalement. Il gagne en surface et pousse vers la mer. Près de 80 mètres chaque année, soit près de 500 000 tonnes de limon. Dans 4 siècles, disent les géographes, il aura envasé les abords de Buenos Aires. Ici, depuis plus ou moins 15 ou 20 ans, il a bien gagné 4 à 5 kilomètres. Et ça fait des terres fertiles. Ils vont pouvoir construire là-dessus. Ça forme des îles. Et avec tous les sédiments qu'il y a dans l'eau, ça pousse tout seul. Mario Marsili est taxi. Sa famille, avec ce même bateau, dirige cette affaire depuis 3 générations. Il travaille sur la partie luxueuse ou au moins touristique du delta. Sur une petite partie de sa surface, celle qui est la plus proche de Buenos Aires, le marécage a été transformé en terrain de loisirs et en base nautique. Les habitants riches de la métropole argentine ont construit des villas pour l'été ou les fins de semaine. Le delta prend des allures de Floride. Les maisons qui bordent ces canaux ont connu leur heure de gloire au début du siècle. Ils étaient à la mode, les présidents et les dictateurs argentins y tenaient salon. C'était le temps de l'opulence, l'argent de la viande, de l'exportation de milliers de têtes de bétail ruisselaient sur le pays. De cette époque reste un bâtiment, un club. L'architecte qui l'a conçu était français, le marbre venait de Carrare et les lustres de Paris. Le club devint vite un casino, puis, curieusement, une gendarmerie.
C'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle. Sa construction a commencé en 1910 pour se terminer en 1913. Ces architectes sont Pater et Dubois. Et ce style d'architecture a connu son sommet pendant les 2 premières décennies du XXe siècle. Il est caractéristique d'une architecture éclectique. Ce n'est pas un style pur. Il y a des touches italiennes et surtout un aspect français. Et c'est vrai que dans l'ensemble, il a un style essentiellement français. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Déclaré monument historique en 1979, sa restauration commença à peu près au même moment. Les travaux dans le delta sont lents. À cette époque encore, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les différents groupes d'immigrants rivalisaient à qui ferait construire les immeubles les plus imposants, et si possible, à la manière de leur pays d'origine, d'où ces bâtiments aux allures de palace. Ce sont des clubs d'aviron, suite à l'importation de ce sport dès le début du XIIe siècle par des marins anglais. Les clubs rivalisèrent donc de superbes, l'un dans le style anglo-normand, l'autre en maison Tudor, d'autres encore aux allures de palais vénitiens. Et les Français, même les Français, dans un genre plus modeste. À quelques minutes de navigation de cet étalage de richesse, le delta abrite les nouveaux pauvres, ceux qui ont été rejetés par la ville ou exclus par la crise. Ils sont des centaines à occuper gratuitement les maisons abandonnées après les inondations des années 59 et 83. Nouveaux Robinson, isolés sur ces îles, sans bateau rapide, sans autre moyen de subsistance que les 45 € mensuels alloués par le gouvernement quand ils ont le bonheur de faire partie de ceux qui en bénéficient. Ça, c'est une maison que l'on nous prête. Avant, je vivais chez mon papa. J'avais une petite maison, mais lui, il m'a dit « Mais est-ce que tu veux vivre sur le Rio Negro? C'est ici. » Et j'ai dit oui. Quand je l'ai connue, j'ai demandé au propriétaire de cette maison de me la prêter. Et le patron, il m'a dit oui. Jusqu'à ce que je trouve un travail, jusqu'à ce que je puisse vivre dans une autre maison. Car il me faudra des années pour gagner assez d'argent. Je travaille un peu dans le bois. Je coupe du bois avec une machine. Et après, ce bois, il est apporté sur un chariot et pour qu'il parte à l'usine de pâte à papier. Ou alors on s'en sert pour faire des caisses d'emballage de poulet. Je gagne très peu, 8 ou 10 pesos par jour pour 10 heures de travail, et c'est un travail très rustique. Ce que j'aime ici, c'est la tranquillité. J'ai 36 ans et je suis resté 5 ans à Buenos Aires. Pas tout à fait 5 parce que je suis resté un peu par ici. Mais à Buenos Aires, j'ai travaillé dans une entreprise et j'ai pas aimé parce qu'il y avait trop de bruit. Et puis c'était dangereux à cause des voleurs. Ici, dans les îles, on est tranquille. Ouais, quand il était là-bas, il devenait dingue. Ici, si on n'a pas de viande, on va pêcher un poisson. Ou on mange du carpincho, un gros rongeur. Et ça, on ne peut pas le faire à Buenos Aires. Carpincho, on peut manger sa viande, on peut en faire de tout. On peut le manger à la milanaise avec de la chapelure. Ou alors on peut en faire des beignets. De temps à autre, un bateau épicerie s'arrête. Il permet quelques douceurs qui changent avantageusement du carpincho. On va surtout de la viande, du pain, quelques fruits, de l'œuf pour le maté, une sorte de thé, des vermicelles. Avant, on était nombreux à faire ce travail. Maintenant, je suis tout seul, en tout cas sur cette zone. Et quand il y a une inondation, comment ça se passe?
Es el mismo trabajo, lo único que la gente compra menos. Je fais le même travail, mais les gens achètent moins parce qu'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas travailler, alors ils ne gagnent rien. J'attends qu'ils aient un peu d'argent parce qu'ils ont vendu quelques bûches ou fait un peu de petit bois, ce qu'ils peuvent trouver. De leur refuge, les nouveaux pauvres Argentins voient passer la richesse du monde, car le delta est une porte. Le fleuve Paraná permet aux navires de fort tonnage de remonter à près de 500 km dans les terres. Le passage de l'embouchure est délicat en raison de sa faible profondeur, mais plus haut, celle-ci descend à près de 90 mètres, alors nuit et jour, et les bateaux passent, majestueux et indifférents à la vie qui s'obstine sur les terres inondables. Aucun ne s'arrête, sauf lorsqu'il est au bout du voyage. Et les rives des canaux sont quelquefois transformées en cimetières. Quelques-uns pourtant échappent aux ferrailleurs, comme ce bateau de passagers, paralysé par la forêt. J'ai acheté ce bateau de 120 mètres de long. Ça m'a coûté moins cher qu'une petite maison. J'aurais pu acheter une petite maison dans une île, mais j'ai préféré ce bateau. Il y a une piscine dessus et puis cela a plein d'avantages. C'était une idée un peu folle, mais pour l'instant, ça va dans le bon sens. Mon père est venu d'Allemagne. Ma mère aussi. Toute ma famille vient d'Allemagne. Mes frères vivent ici, à Zárate, tout près. Tout le monde est venu en 1951, après la guerre. Après la guerre, il y a énormément d'Allemands qui sont arrivés ici. Mais j'aime pas parler de la guerre. Ils ont cherché la tranquillité de l'Argentine et c'est vrai que c'est un pays magnifique. L'Allemagne me plaît, j'ai du sang allemand, mais je ne quitterai pas l'Argentine pour rien au monde. J'ai visité le monde entier, mais jamais je ne changerai de pays. Chez les Gauchos, la fête est presque finie. Un bandoneon a rejoint les deux guitares. C'est l'heure des derniers jeux. Le travail est terminé. Les bœufs sont marqués. Et la vache est nettoyée. Les enfants rentrent, environnés de l'éternel paysage d'eau et de marécages. Le delta va s'endormir. S'endormir, mais peut-être renaître un jour. Actuellement, sa population diminue. Moins de 10 000 habitants permanents pour un territoire grand comme la Belgique et la Hollande réunies. Mais l'hectare de terrain ici coûte 300 €. Rien n'est perdu.